Bienvenue à tous pour ce temps Manageduc. Je vous propose effectivement que nous puissions échanger là pendant une petite heure sur cette question importante autour de comment bien débuter dans le métier de personnel de direction. Heure qui est proposée donc par l'association SINLAB, qui propose plusieurs communautés, une qui s'appelle Être professeur, qui réunit quand même près d'une centaine de milliers de professeurs, l'autre qui s'appelle Manageduc et qui fédère au moins 3000 cadres. Et ce que je vous propose, c'est bien sûr de ne pas hésiter à utiliser le chat sur lequel normalement est Gabriel. Mais sinon, nous, on lira avec Françoise, bien sûr, pour réagir. L'idée, c'est d'essayer de créer un peu, j'allais dire, de réactivité dans ce temps-là, d'une part. Et puis, je propose à Françoise de se présenter, sachant que je suis très content de te retrouver, Françoise, et effectivement, parce que tu as une expérience qui permet de nous aider à réfléchir à effectivement comment bien débuter dans ces métiers de personnel de direction, et entre autres autour peut-être de cette question du positionnement. Françoise. Merci. Donc oui, moi j'ai été 22 ans chez l'établissement, principal et proviseur, et lors de ma retraite, j'ai repris des études parce que j'avais des questions. Je voulais trouver un sens à mes choix professionnels, et donc parce qu'au cours de ma carrière, donc j'ai eu beaucoup de questionnements auxquels je ne trouvais pas de réponse, et je voulais continuer un peu cette recherche. Et pour faire cette recherche, enfin, j'ai d'abord travaillé sur mon propre parcours, et puis ensuite j'ai interviewé d'autres chefs d'établissement, et ils m'ont beaucoup parlé alors que c'était pas la question posée. La question posée, c'était sur l'analyse de pratiques professionnelles, et en fait, tous les 6 ont répondu quasiment à égalité sur la difficulté du métier, mais aussi le plaisir du métier, palpitant et bouleversant. Et ils m'ont tous dit des choses qui avaient des points communs. Alors évidemment, on ne peut pas généraliser dans la mesure où chaque personne va aborder le passage de sa fonction antérieure à celle de chef d'établissement avec sa propre histoire, son propre parcours, sa propre formation, et puis son éducation. Mais justement, tout ce moment, toute cette éducation, ce parcours vont être réinterrogés. Et j'ai utilisé dans mon livre une expression, parce que la plupart des gens qui deviennent chefs d'établissement sont issus de l'éducation nationale. Je dis la plupart parce que je sais qu'il y a d'autres personnes, et j'ai parlé de familiarité aveuglante. On a l'impression de connaître l'endroit où on va entrer, et en fait, regarder cet endroit de la salle des professeurs, du bureau de la vie scolaire ou de l'école primaire, ça n'a rien à voir avec regarder cette même réalité du point de vue du chef d'établissement et de la place du chef d'établissement. Voilà, comme introduction. J'allais dire dans le dur, excusez-moi, c'est un peu cavalier de le dire comme cela, mais simplement je suis en train de me dire que j'ai oublié de me présenter. Donc je suis effectivement Pascal Gilles. Je suis un peu sur un pas de côté de chef d'établissement, c'est-à-dire que j'ai été chef d'établissement en quartier essentiellement éducation prioritaire, que ce soit en collège éclair, en lycée professionnel et dans un lycée polyvalent, le tout en région parisienne, surtout dans le Val d'Oise. Et actuellement, vous le voyez un tout petit peu derrière, en fait derrière moi, je suis désolé, je suis dans une salle un peu particulière là, ça fait un peu cathédral, mais je suis actuellement un des responsables du campus Versailles, qui est un lieu qui est fait pour valoriser entre autres tous les métiers autour du patrimoine, et en particulier les belles formations que nos lycéens, et entre autres dans la voie professionnelle,
professionnel. Voilà, je referme la petite minute de publicité et donc je redeviendrai proviseur un jour et toujours avec cette question un peu du positionnement qui d'ailleurs, je vous propose aujourd'hui, mais dans le chat, vous pouvez faire pencher la balance dans un sens et dans un autre. On va peut-être, Françoise, dans un premier temps, se positionner pour nos collègues qui viennent de réussir le concours et on les félicite, ça c'est très clair. Je pense aussi à tous ceux qui peuvent être faisant en fonction, qui vont l'être à la rentrée prochaine aussi, et tout cela, je dirais, là encore, on vous félicite. Mais on peut aussi imaginer tous les collègues qui vont changer de lieu, parce que je pense qu'une partie de ce qu'on va se dire répond à cette idée-là, et que je sais que à chaque pré-rentrée, mes nuits étaient un tout petit peu plus compliquées que d'habitude, parce que un peu ce sentiment de passer un grand oral, de se retrouver devant une assemblée de collègues avec qui on va par définition vivre des choses passionnantes, mais qu'on ne connaît pas, et chaque établissement a sa culture, a sa façon de fonctionner, et un peu le sentiment qu'on se lance dans le grand bain en sachant un peu nager et pas complètement. Donc pour reprendre un peu, Françoise, comme tu le disais, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment toi tu as démarré ta carrière de personnel de direction, ce que tu en as tiré, et je reviens un peu là sur ce sentiment de savoir nager sans complètement savoir le faire, ou cette familiarité aveuglante avec le métier qu'on va exercer mais qu'on n'a encore jamais exercé. Voilà. Alors, on peut être un professeur reconnu et expert dans son domaine, mais ce sont pas tout à fait les mêmes qualités qui sont demandées au chef d'établissement. Et le passage peut parfois être difficile dans la mesure où on quitte un métier dans lequel on est reconnu comme expert, et donc on a une sorte de narcissisation bien solide, pour aller vers un métier dans un espace qu'on ne connaît pas, dans quelquefois une académie qu'on ne connaît pas, pour faire un métier qui est complètement différent et des tâches qu'on ne sait pas qu'on va avoir à faire. Et donc, ça peut être un moment déstabilisant, parce qu'il y a une perte de repères. Et comme tu l'as dit, chaque établissement étant différent, la notion d'accueil de l'établissement dans lequel on va être nommé peut être vécue de façon très différente. On peut être accompagné par le chef d'établissement dans lequel on arrive, comme on peut ne pas l'être parce que il a d'autres préoccupations, d'autres occupations qui le mènent souvent à l'extérieur, et il n'est pas très disponible. Et il attendait en plus un adjoint performant et qui lui donne de la liberté. Et là, il se retrouve avec un stagiaire, et ça me fait penser à cette réflexion qu'on avait eue une fois en formation, je me souviens, qui disait attention, quand vous êtes personnel de direction adjoint, stagiaire, le chef d'établissement est peut-être encore plus stressé que vous parce qu'il a une double casquette, à la fois comme vous, de faire partie de l'équipe de direction, mais en plus, il a une casquette de formateur. Et que si votre mission de chef adjoint, j'allais dire, ou de chef d'établissement se passait mal, il emporterait une partie de la responsabilité, ne serait-ce que dans son inconscient. Et donc n'oubliez pas, jeunes collègues, que quand vous allez rencontrer cette personne avec qui vous allez travailler au quotidien, quelque part, lui aussi est face à de nombreuses questions, et donc je pense qu'il faut apprendre un peu à s'apprivoiser. Est-ce que, Françoise, par rapport à ta première expérience ou tes premières expériences dans chaque nouvel établissement, il y a un peu des erreurs à ne pas commettre, ou des petits points sur lesquels tu voudrais nous alerter? Alors, moi, le premier poste dans lequel j'ai travaillé, je suis arrivée après quelqu'un qui était resté 13 ans, parce qu'il y a ça aussi, il y a à qui succède-t-on? Je suis une femme, je succède à un homme, c'est pas la même chose du point de vue de la salle des professeurs ou des autres personnels. La fonction de direction est souvent associée à la masculinité, en quelque sorte. Et là, j'arrive donc dans cet établissement, et le chef d'établissement vivait volet clos, n'allait jamais dans la salle des professeurs, et il m'accueille donc là avec une chaise qui est contre le mur, et face à son bureau, et il me montre une chemise dans laquelle il y a 3 papiers. Il me dit tout est là, et c'est tout, rien d'autre.
Et manifestement, il n'avait pas envie de m'en dire plus. Après, il m'a dit, vous avez une secrétaire extraordinaire et vous avez une CPE extraordinaire, ce qui était vrai d'ailleurs. Et donc, pour lui, il avait dit l'essentiel. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je parlerai avec l'adjoint. Et donc, au mois d'août, je vais voir l'adjoint. Il est en train de faire les emplois du temps. Et je lui demande, est-ce que vous pouvez, à l'époque, les emplois du temps se faisaient avec des petits cartons. Donc, on avait une vision panoramique de tout le personnel. Et je lui demande, est-ce que vous pouvez me parler un peu des personnels? Et il me dit, il partait à la retraite, donc je n'allais pas le revoir. Il me dit, vous vous ferez votre propre idée. Eh bien, je le dis encore aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Quand vous arrivez dans un établissement, vous n'êtes pas celui qui était là avant vous. Donc, ne vous posez pas la question si vous faites mieux ou si vous faites moins bien. C'est de toute façon ce que vous dégagez, la personne que vous êtes, va générer chez les autres des facettes différentes. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous êtes souriant, si vous êtes accueillant, si vous êtes écoutant, vous allez de toute façon mobiliser chez l'autre une facette que votre prédécesseur n'a pas nécessairement vue. Donc, n'ayez pas d'a priori sur les personnels que vous allez voir, recevez-les, écoutez-les et montrez-leur que leur parole a une valeur et que vous allez tenir compte de leur point de vue. Parce que si j'entends bien là, j'essaye de traduire en petits conseils, sachant que bien sûr vous l'avez compris, l'idée de ManagerEduc, c'est pas d'être modélisateur. L'idée de ManagerEduc, c'est de poser des questions sur lesquelles chacun va s'en emparer pour créer sa propre personnalité de personnel de direction. Et je le dis très sincèrement, j'ai toujours le sentiment que plus on aura de personnalités différentes dans les établissements, plus le collectif sera fort. Et je me méfierais, vous voyez que je porte une cravate, voilà, que je fais partie de ceux qui portent une cravate, mais je pense que bien sûr ce n'est qu'un tout petit détail dans notre façon de se positionner et qu'il y a bien cette, nous sommes sur des métiers où notre part de liberté est très importante. Donc j'entends le premier conseil, Françoise, qui était le premier, c'est bien de se faire son propre avis et de se méfier du costume que les autres veulent nous donner. J'essaye de le traduire, Françoise, et bien sûr, tu peux me contredire, mais un peu ce sentiment parfois, et je dirais, vous l'entendrez tous, et moi j'avais un peu le sentiment que parfois c'était bon signe quand on commence à vous dire, mais avant c'était comme ça, ou alors c'était comme ça. Et j'entends ce deuxième conseil qui, quelque part, de dire, et peut-être ne pas hésiter à le formaliser, je vais rencontrer un certain nombre de personnes et en fait, n'ayez pas le sentiment, il nous semble, que votre avis doit être rapide dans la perception de la situation. Il y a des situations de crise où vous devrez agir rapidement et ça c'est clair, vous devrez rassurer tout le monde, mais dans le même temps, donnez-vous le temps de la découverte et encore plus si vous êtes stagiaire, vous avez le temps de la découverte. Qu'en penses-tu, Françoise? Oui, c'est ça, mais à travers ce que tu disais, je pensais aussi que la personne CPE, la personne professeur, une fois qu'elle est assise dans le bureau du chef d'établissement, de l'adjoint ou du chef, ce n'est plus la personne. C'est-à-dire quand vous recevez quelqu'un, vous ne recevez pas, enfin, il vient pas voir Madame Alain ou il vient pas voir Monsieur Gilles, il vient voir le proviseur ou le proviseur adjoint ou il vient voir le principal adjoint. Donc il attend de vous, il a des fantasmes sur le métier de chef d'établissement. Il attend de vous une posture particulière. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gilles, enfin Pascal Gilles, c'est Pascal ton prénom, pardon, excuse-moi. Ce que vient de dire Pascal, c'est-à-dire plus vous êtes sensibilisé aux différences des uns et des autres, plus la richesse de l'établissement va être grande. Mais parfois, il y a des différences que vous, avec votre histoire, vous pouvez avoir un peu plus de mal à tolérer ou à supporter ou à vivre avec. Parce que les sociologues ont travaillé sur, par exemple, ce que c'est qu'une salle des professeurs et ils parlent d'une boîte à eux. C'est-à-dire que quand on est professeur, on va essentiellement être en affinité, avoir des relations d'affinité avec ceux qui pensent un peu comme vous, avec ceux avec qui vous avez des mêmes conceptions pédagogiques, avec ceux avec lesquels que vous allez mobiliser pour aller en voyage ou faire monter des projets. Quand vous devenez chef d'établissement, vous devenez le fédérateur, le médiateur, le pilote, l'animateur, mais vous devez le faire avec
tout le monde. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que c'est un métier passionnant, parce que à un moment donné, vous allez être obligé de vous poser la question, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers celui-là ou vers celle-là? Où est le blocage? Et je rebondis et je trouve cette remarque bien sûr très intéressante et que, j'ai toujours trouvé passionnant et encore aujourd'hui dans nos missions, cette dimension de rencontre de personnes, dans leur métier bien sûr et autour de leur métier. N'oublions pas quand même qu'on est amené aussi nous à évaluer ou à participer à l'évaluation des personnes, ce qui par définition, obligatoirement, ne serait-ce que dans un premier temps, crée aussi une distanciation. Ça, c'est, faut l'entendre, et qui fait que moi, j'ai travaillé dans mon premier établissement en tant qu'adjoint avec des professeurs avec qui j'avais été élève dans la même classe et en partageant une section sportive, donc avec une promiscuité qui était même celle des douches et des soirées, pour vous dire les choses. Et c'était, et je pense qu'on peut le vivre peut-être plus facilement en Provence qu'en région parisienne, mais ça fait partie, je pense, au contraire, de la richesse de notre action, de travailler avec des personnes qui vivent au même endroit, que vous pouvez connaître par ailleurs, etc. Et dans le même temps, j'ai retenu de cette idée-là que, comme tu le disais, chacun est dans son rôle professionnel, et ça, il faut bien l'entendre, qui peut amener des divergences parce que vous avez des moyens à répartir et certains ont des moyens à obtenir, et par définition, vous n'avez pas le même regard sur la même réalité, quelque part, qui sont ces moyens, par exemple. Et deuxième point, cette notion du temps et de prendre le temps de la rencontre, prendre le temps de comprendre. Et vous verrez que parfois, moi j'ai vécu plusieurs fois des professeurs qu'on me présentait comme étant des professeurs freinant l'action de l'établissement. Et en réalité, quand je les quittais 4 ans après, même si parfois on avait été au cœur de controverses assez chaudes, assez solides, dans le même temps, je leur reconnaissais bien sûr une capacité à faire avancer, bien sûr, leurs élèves, mais aussi le collectif de manière très très forte. Et je crois qu'il faut se laisser, et c'est l'une des richesses de nos métiers, cette surprise de la découverte des gens sur le long terme, parce que quand vous installez dans un établissement, par définition, vous y installez au moins pour 3-4 ans, voire on a entendu 13 ans. Alors aujourd'hui, 9 ans, c'est assez exceptionnel, mais quand même sur une durée. Et donc ce rapport au temps me paraît quelque chose de très important. Et peut-être sur la question de quand tu évoquais la familiarité, est-ce que le mot familiarité, il est aussi à prendre dans la relation qu'on pouvait avoir avec les professeurs, c'est-à-dire ce sentiment de bien connaître leur métier si on l'a été, ou CPE, si on a de bien connaître leur métier. Est-ce que c'est aussi dans cette dimension-là que tu indiques la familiarité? Oui, j'appelle familiarité aveuglante, l'idée qu'on reste dans le même milieu. Et donc, on a l'impression de le connaître parce que la plupart du temps, on a été 10 ans, 12 ans prof ou CPE. Et on se dit, de toute façon, pendant ces années-là, on a vu tout le monde. Et non, pas du tout. Parce que justement, on a vu que quelques-uns. Alors que les autres, c'est comme si on les ignorait ou on, oui, on les ignore, ils sont indifférents. Et donc, c'est ce travail-là qui est intéressant, c'est justement le fait de travailler avec tout le monde. Mais en même temps, euh, je crains là, quand tu as réutilisé le mot familiarité, que ça suggère l'idée que on va avoir la même relation qu'on avait avec ses collègues. Pas du tout, mais ça dépend des personnes, parce que chaque personne de ton établissement a une attente vis-à-vis du chef d'établissement. Il y en a qui attendent que ce soit le gardien de la paix, il y en a qui attendent que ce soit le protecteur, le défenseur, il y en a qui attendent que ce soit le consolateur, et il y Le en a bout en train, parfois. le bout en train, le pilote, celui qui sait où il va, celui qui sait, et en même temps, et donc quelquefois, par, par la façon dont on s'adresse à nous, on peut mobiliser aussi chez nous une facette particulière, c'est-à-dire être dans le père qui donne des conseils, être la bonne mère qui va consoler, ou être le frangin qui va se taper dans le dos. Et il faut faire très attention à justement ne pas mélanger cette approche, ne pas se laisser assigner à cette approche-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je Tout à dis. fait. Alors, est-ce que je résume bien sur ce sentiment que, quelque part, ce qu'on appelle cette notion de positionnement et qui varie
je dirais, ne serait-ce aussi que suivant les espaces. Et il me semble que quand on est dans un espace de conseil d'administration, par exemple, ou un espace officiel d'instance, on ne va pas avoir exactement le même positionnement que, comme tu l'évoquais, quand on arrive à accompagner un voyage scolaire ou quand on est sur une fête de fin d'année, même si nous devons garder, moi, il me semble quand même des invariants qui sont d'être bien le gardien de la sécurité à un moment donné et que je pense que, ne serait-ce que des écarts en termes de façon de finir la soirée à un niveau de boisson qui fait qu'on perd une partie de sa conscience me semblerait quelque chose de très très maladroit. Mais par ailleurs, on voit bien et je pense qu'il faut là aussi faire un travail sur soi pour sentir pourquoi et comme tu le disais aussi, par moment il y a peut-être des personnes avec qui on a assez naturellement une affinité. Et que ces personnes-là n'ont pas obligatoirement, elles, envie d'avoir l'affinité avec leur chef d'établissement. Et moi, j'ai toujours été assez surpris de personnes que je rencontrais presque plus amicalement étant partie de l'établissement et où le fait de se rencontrer sur des valeurs, mais que le temps de l'établissement permettait une relation de confiance, mais pas jusque-là. Alors Franck nous posait une question et après-midi, Franck nous disait combien de temps peut-on s'accorder pour la découverte de ce collectif? On va pas répondre en nombre de minutes ni de journées. Françoise, est-ce que tu te lances? Bah, déjà, il faut accepter la notion de collectif et puis ensuite, le temps qu'on peut s'accorder, il est à trouver à l'intérieur. Parce que ce que disent aussi les personnes que j'ai interrogées, c'est qu'elles sont sidérées par la quantité de tâches qu'elles ont à faire. Et donc, il faut trouver le temps donc la découverte de ce collectif. Moi, je ne parlerai pas de collectif, je parlerai de chacune des personnes avec lesquelles on va essayer de construire un collectif. Parce que c'est très long, la construction d'un collectif, la mise en commun de valeurs communes sur lesquelles qui vont être le fondement, le cadre du fonctionnement de l'établissement. Il n'y a que là que ça peut fonctionner. Et ça passe d'abord par l'exemplarité montrée par le chef d'établissement. Moi, j'ai toujours été étonnée, par exemple, d'un chef d'établissement qui peut critiquer un professeur qui parle mal d'un élève, mais quelques minutes après, dans le couloir, on l'entend parler d'un autre élève et de la même façon. Et donc, il y a la notion d'exemplarité du chef d'établissement. C'est ce que j'appelle la transmission du geste, c'est-à-dire la façon dont on va accueillir, la façon dont on va parler, la façon dont on va considérer l'autre, se transmet plutôt que le fait d'être dans une position surplombante ou autre. On est les égaux et on est des égaux au sens, on est des personnes humaines qui ont tous la même valeur et à un moment donné, il faut que l'autre ait bien conscience de ça, qu'on ne soit pas en position surplombante, même si, comme tu dis, en conseil d'administration, on a une posture beaucoup plus officielle. Mais c'est pas parce qu'elle est officielle qu'elle est surplombante. Tout à fait. Et je crois que là, on touche le cœur de ce qui va dépasser quelque part notre positionnement. Moi, je prendrais un peu le parallèle qu'un inspecteur général avait évoqué une fois, en disant qu'à la limite, on a tous notre façon de conduire et l'enjeu majeur, c'est bien sûr d'arriver sain et sauf. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que tous les autres dont on a partagé la route arrivent eux-mêmes sains et saufs. Donc ça, je dirais, c'est des invariants et c'est ce que j'appellerais moi le domaine de nos valeurs. Et je crois que la valeur humaine est le cœur de notre centration, très clairement. Et par ailleurs, on peut avoir notre style de conduite et qu'à la limite, on a des styles de conduite plus ou moins efficaces, ne serait-ce qu'en termes de consommation carbone. Donc ça, c'est fait qu'on s'interroge tout au long de la vie sur notre style de conduite, ça c'est clair, mais je te rejoins. Et pour répondre à la question de Franck, moi je dirais, je lis deux choses dans cette question. La première, c'est d'une part, je pense qu'il ne faut pas hésiter, que l'on débute ou pas, à essayer de garder la maîtrise du temps. Et que j'ai le sentiment parfois, si ça n'engage que moi, mais si je reprends un peu mon tout début de carrière, que je ressentais une priorité, une urgence qui n'existait pas. Et je me souviens, ne serait-ce que, vous savez, vous avez distribué vos emplois du temps, alors sur des modalités plutôt coopérative si vous le pouvez, c'est-à-dire assez tôt pour qu'il y ait des réactions, etc., sans infantiliser chaque collègue, mais ça c'est à vous de voir le style et ce qui se fait dans votre établissement. Et puis vous avez des collègues qui viennent vous voir, certains avec des vraies charges émotionnelles fortes, parce que d'un seul coup, ce qui avait été organisé depuis plusieurs années avec une assistante maternelle, avec la famille, est bousculé par des contraintes, et il faut entendre la charge émotionnelle de la personne. En revanche, vous n'êtes absolument pas obligé de répondre tout de suite, d'autant plus que vous avez deux modalités possibles. La première, c'est de recenser tous les desiderata
en commençant bien sûr par l'intérêt de l'élève et donc les choix pédagogiques. Puis après, il y a les choix de confort. Pourquoi pas les satisfaire si on peut le faire. Mais dans le même temps, si je prends ces exemples-là, il vaut mieux avoir toutes les données que commencer à changer les emplois du temps tous les jours, ce qui va perdre tout le monde et ce qui va faire que vous allez être amené à un moment donné à défaire des choses que vous avez améliorées. Donc, la maîtrise du temps et la maîtrise du temps auquel vous allez répondre me semble important. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il me semble que vous allez découvrir le collectif par étapes et que ce n'est vraiment que je crois que quand on a fait un tour complet du calendrier, que clairement, on va déjà bien sentir complètement, je dirais, l'établissement. Si on le comparait à un bateau, on l'aura exploré dans le grand vent, dans le petit vent, en automne, en hiver, etc. Et que ça, il faut s'accorder les choses et que peut-être qu'un certain nombre de changements très profonds vont commencer à être visibles suivant les urgences. En revanche, vous avez des fois où de la même façon, il faut vite comprendre les choses et je ne peux que vous conseiller de regarder vite comment est préparée la gestion de crise dans vos établissements, quel est votre rôle dans votre position sur la gestion de crise, parce que là, par définition, si une crise survient vite, et ça peut arriver vite une crise, il faut être capable de s'organiser, de savoir le qui fait quoi et comment ça fonctionne. Donc, j'aurais pas de réponse, Franck, définitive. J'aurais une réponse de dire, ça va à deux, il y a des choses qu'il faut vite comprendre et que le début de l'année, le jour de la rentrée ou de l'après-rentrée, vous allez dire à vos professeurs, les emplois du temps, on les rechangera dans 15 jours, par exemple, et moi, j'aimerais que vous me posiez vos questions de cette façon-là, parce que vous êtes 150 et 150 devant mon bureau, ça sera pas jouable, ou on est 20 et je vous verrai en direct, ou je passe par les coordonnateurs, ou enfin voilà, que là, cette maîtrise du temps, elle est cadrée et ça vous permettra de différer vos réponses. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles vous avez complètement le temps et prenez ce temps-là. Mehdi nous dit, quel conseil vous donneriez à un jeune lauréat de 30 ans qui était directeur d'école maternelle et qui arrive dans un gros établissement? Je dirais d'avoir un grand sourire, d'une part, parce que je pense que c'est une expérience enthousiasmante. Je ne sais pas s'il y a des conseils précis, Françoise, de ton Moi, côté. je veux bien lui répondre parce que c'est une interrogation qu'avait l'une des personnes que j'ai interviewées. Et elle disait, je ne comprends pas, il y a des dames qui ont 50 ans, 60 ans, qui viennent me voir pour me demander des conseils. Mais moi, j'ai 30 ans, donc qu'est-ce que je peux leur dire? Et, et au bout d'un certain temps, il finit par dire, mais c'est elles qui m'ont légitimé dans ma fonction de personnel de direction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on vient pas voir le jeune qui a 30 ans, on vient voir le chef d'établissement. Et dans la mesure où vous ne pouvez pas répondre aux questions qui vous sont posées parce que vous n'avez pas la même expérience pédagogique, vous n'avez pas le même type d'élève, il faut vous installer dans moi ce que j'appelle la co-réflexion, c'est-à-dire essayer d'accueillir la personne avec, entre guillemets, sa souffrance, son problème, sa difficulté, son désarroi, essayer de compatir en quelque sorte, sans être dans la compassion, mais ensuite de dire, alors comment pourrions-nous faire? Comment voyez-vous les choses? Comment peut-on faire? Et non pas donner des conseils parce que de toute façon, la personne que vous êtes n'est pas celle qui est en train de vous solliciter. Et donc, c'est elle qui aura la réponse. Mais c'est parce que vous allez, par votre questionnement, par cette co-réflexion, l'amener à avoir un nouveau positionnement qu'elle va pouvoir le lendemain démarrer sur une autre base. Et c'est ça, en fait, qui est important. Elle est allée voir le chef d'établissement. Et le chef d'établissement ne l'a pas massacré ou ne l'a pas disqualifié, mais au contraire, l'a sécurisé et lui a dit, oui, oui, ça peut se faire. Moi, je suis à vos côtés. Vous revenez voir quand vous voulez. Enfin, quelque chose comme ça, mais être dans ce moi j'appelle, et j'y tiens beaucoup, la co-réflexion. Vous n'avez pas la solution de celui qui vous interroge. Et Tout ça, à faut le fait. voir en permanence. Il ne peut pas Et, l'appliquer. et je dirais même souvent, même si vous avez la solution, et je trouve, pour avoir été formateur dans la discipline qui était la mienne, pour vous dire les choses, moi, au bout de 6 mois, j'étais allé voir le proviseur en lui disant, monsieur, là, c'était une mauvaise idée de me confier cette équipe-là, parce que pour le moment, je suis un peu trop formateur et pas assez personnel de direction, ou alors un peu trop coordonnateur de discipline, ce que j'étais dans mon établissement précédent, et pas assez personnel de direction. Et en gros, je vais faire à leur place, sachant que les meilleurs pour identifier le besoin avec la classe, c'est bien sûr vos professeurs, et vous ne l'êtes plus complètement. Vous êtes un pédagogue, voire le premier pédagogue de l'établissement, bien sûr, mais vous n'êtes plus dans cette relation directe avec le groupe.
et que vous pouvez participer, vous pouvez accompagner des jeunes professeurs ou des plus aguerris qui seraient en difficulté très clairement, mais vous n'allez pas faire cours à leur place. Et ça, je pense que c'est un des points importants. Et si je peux me permettre, par rapport au collègue qui nous parlait, qui vient du premier degré, je pense que l'un des points importants, pour l'avoir vécu avec des adjoints qui venaient du premier degré, c'était une vraie richesse, c'est de peut-être faire une observation un petit peu des différences dans notre fonctionnement. Il y a des choses qui sont assez basiquement différentes, c'est qu'on peut être, nous, autour d'heures supplémentaires, alors que dans le premier degré, c'est des notions qui existent beaucoup moins. Nous, on va être avec des emplois du temps qui peuvent être flexibles, alors que dans le premier degré, c'est des choses aussi qui le sont moins, etc. etc. Donc, observer à la fois les invariants qui sont bien qu'on ait une organisation apprenante pour des jeunes, etc., etc., et un certain nombre de contraintes structurelles, et de voir votre regard extérieur, c'est tout à fait intéressant. C'est vrai aussi, par exemple, pour les psychologues de l'éducation nationale, c'est vrai aussi pour parfois des personnes qui ont fait d'autres métiers avant et qui viennent avec un regard qui est tout à fait important. Donc, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment une richesse. Ensuite, il y avait, excusez-moi, je remonte un peu, il y avait Julien qui nous pose une question importante: quelle piste conseille pour gérer l'équilibre vie professionnelle, vie perso? D'une part, je vais demander à Gabriel s'il peut nous renvoyer les liens de ce qui existe sur ManageEduc, parce qu'il y a plusieurs fiches autour de cette question-là, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et Françoise, qu'est-ce que tu en penses des conseils pour gérer vie perso et vie professionnelle? Moi, je pense que de toute façon, tout est basé sur, il faut que les personnels sachent où on est, ce qu'on fait, à quel moment on est disponible. Et donc, mais chacun s'organise. C'est-à-dire, si on a des jeunes enfants, on peut annoncer que on sera indisponible à partir de 18h ou 17h30 tous les soirs, mais on travaille le week-end. Inversement, il y a des gens qui ont un emploi du temps sur la semaine extensible au maximum, mais le samedi, dimanche, terminé, plus rien, plus aucun travail. Il faut que je pense qu'il faut communiquer sur notre propre disponibilité et comment on s'organise. Parce que celui qui vient et qui trouve votre porte fermée, parce qu'il n'est pas au courant que vous avez décidé d'aller manger tous les midis avec vos enfants, eh ben, il dit, oh oui, il est jamais là, parce que lui, il passe qu'à cette heure-là. Donc, il a l'impression que la porte est toujours fermée. Alors que si par des petits biais ou par des communications, on arrive à indiquer à quel moment on est vraiment disponible, ou si le signal, c'est la porte ouverte, je ne sais pas. Mais voilà, il faut que ce soit clair. Et il me semble, je te rejoins Françoise, et donc n'hésitez pas à prendre quelque chose et à l'améliorer dans votre fonctionnement. C'est-à-dire que vous verrez autour de votre première année. Et puis, il y a des établissements, il y a des choses toutes bêtes. Moi, j'ai vécu dans des établissements où la salle des professeurs était juste en face de mon bureau. Donc, par définition, vous n'allez pas travailler de la même façon que quand la salle des professeurs elle était au rez-de-chaussée et que le bureau de la direction est au 6e étage. Pour peu qu'il n'y ait pas d'ascenseur ou que l'ascenseur est en panne, vous allez voir que dans le deuxième cas, vaut mieux que ça soit vous qui descendiez, sinon vous risquez d'être assez mis sur votre tour d'ivoire et pas obligatoirement vécu comme quelqu'un qui est joignable, alors qu'en fait, c'est pas de votre fait, c'est des problèmes structurels. Donc cette question-là, elle va être déterminée aussi par l'établissement, mais elle va être déterminée de votre façon. Et donc, trouver les moyens, avec humour ou pas, mais le petit truc aussi, moi, que je trouve intéressant, c'est de ne pas hésiter dans votre emploi du temps à vous bloquer des horaires où vous savez qu'à la limite, ils vont se débloquer dans les 24 ou les 48 heures. Il y a un côté un peu médecin dans nos fonctions, mais ça peut être un moyen de dire, voilà, moi, et vous le dites aux assistants, aux assistantes avec qui vous travaillez, mais moi, il y a ce moment-là où le mardi de 10 à 12, cette semaine-là, je serai disponible et c'est un peu open, mais en revanche, le reste, c'est des rendez-vous. Et puis, vous allez calibrer vos temps de rendez-vous, vous allez le faire peu à peu. C'est des questions qui se posent, mais c'est très vrai et vous avez raison. Ne vous faites pas piéger et vous serez toujours entendu parce que les professeurs ont cette même problématique que vous, les CPE, enfin toutes les personnes des établissements. C'est qu'il y a un moment donné où si on ne se maîtrise pas, sa vie personnelle va se retrouver réduite à une peau de chagrin. Et le deuxième point, c'est que attention aussi à votre fonctionnement. Vous pouvez induire, vous, en travaillant le dimanche soir, le sentiment qu'il faut travailler le dimanche soir. Et moi, je conseillerais toujours dans les établissements à un moment donné d'avoir une réflexion encore plus aujourd'hui sur quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on travaille pas,
Et pourquoi pas dire à un moment donné, on programme tous nos messages pour qu'ils arrivent qu'à 7 heures du matin et pas à 22 heures, à minuit, à 3 heures, etc. Parce qu'il y a un sentiment parfois des collègues qui peuvent culpabiliser de ne pas avoir vu le mail que vous avez envoyé vous le dimanche soir et quand ils vous retrouvent le lundi matin. Et ça, faites-y attention parce que même pour vous, au niveau cognitif, vous pouvez penser que le collègue l'a lu alors que d'habitude, il l'a toujours lu, sauf que là, ce jour-là, il n'est pas venu en train, il est venu en voiture et donc il n'a pas lu ses mails dans le train. Donc, cette question-là de la façon dont on communique et d'avoir une sorte d'étiquette de la communication dans un établissement, moi, ça me semble de plus en plus indispensable parce qu'on avait l'impression sinon qu'un établissement, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vacances y compris. Claire Caillol. Alors j'ai connu une Claire Caillol, professeure. Je ne sais pas si c'est elle. Voilà. Si c'est elle, et ben bravo. Si c'est pas elle, bah, bravo aussi. Et puis vous avez une belle vision. Alors je sais pas si c'est de mer ou de lac, mais vous nous dites qu'une première chose à faire est-elle de faire un planning des tâches sur le mois. Moi j'allais dire peut-être de se faire effectivement. Vous savez qu'il existe alors je cherche le nom, mais un peu cette feuille de route annuelle, le calendrier annuel des personnels de direction que vous allez trouver sur le site de l'IH2EF et puis ailleurs. Enfin, il y a des certains nombres d'étapes et c'est bien de l'avoir en tête, ça c'est très clair, d'essayer de se dire attention, il y a des impératifs. Après, moi je peux dire une chose, c'est que à mon niveau, le métier de personnel de direction, voir ce que je fais encore aujourd'hui, me passionne parce que j'ai souvent le sentiment le soir que je n'ai fait que 25% de ce que j'avais plus ou moins prévu et que la gestion des choses qui semblaient en fait urgentes ne le sont pas toujours et qu'on apprend à déléguer et on apprend à ce que d'autres font et que effectivement il y a des urgences sur lesquelles il ne faut pas passer à côté, mais qu'en revanche je suis admiratif de ceux qui arriveraient à planifier les tâches et à les faire à la fin du mois. François, je ne sais pas ce que tu en Moi, je penses. voudrais revenir sur la gestion des tâches parce que et revenir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est au bout d'une année véritablement qu'on commence à comprendre les tâches multiples dont on va être responsable. Et j'invite donc, pour y parvenir le plus vite possible, à ce que nos interlocuteurs consultent régulièrement les secrétaires. Parce que lorsqu'une circulaire arrive, on vous demande de faire telle ou telle chose. Et c'est par l'expérience que vous découvrez qu'en fait, il fallait s'en occuper 3 mois avant. C'est-à-dire que le moment où arrive la circulaire, c'est beaucoup trop tard. C'est un travail de fond qu'il faut mener quasiment pendant 3 mois. Et les secrétaires ont une sensibilité par rapport à ça parce qu'elles savent ce qui va se passer dans l'établissement. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée proviseur, elle venait me voir et elle me disait, Madame, il faudrait que vous fassiez ci, que vous fassiez ça, parce que sinon, si vous attendez la circulaire, vous n'aurez pas le temps de le faire, parce que c'est un énorme travail. De la même façon, quand il s'agit de la DHG ou des services ou autres, quand on reçoit la circulaire, c'est déjà trop tard. Et c'est des négociations qui se font les 3 mois qui précèdent. Et voilà, interroger les secrétaires elles ont en tête le vrai calendrier opérationnel. Et là aussi, moi, je vous donnerais, mais ce ne sont que des valorise que vous leur demandiez. Voilà, et, tout à fait. Ça les valorise et là aussi, c'est quelque chose par contre qui en général on a besoin d'apprendre, c'est-à-dire travailler avec l'équipe, je dirais de proximité, les assistantes, un adjoint gestionnaire, lui laisser une vraie place d'adjoint, c'est aussi une vraie question qu'on a. Penser aussi au chef technique, par exemple, et que quand vous allez organiser des examens blancs, quand vous allez organiser un événement, d'un seul coup, il y a des problèmes de chaises, de tables. Et je sais que Françoise, quand on avait préparé ce temps, tu disais même allez passer, n'hésitez pas quand vous le pouvez, un vie ma vie, alors pas de 24 heures, mais allez passer 2 heures avec celui qui installe les salles, allez passer 2 heures avec le cuisinier, allez passer 2 heures avec la personne qui fait le ménage. Moi, je sais que dans les établissements où j'étais, je faisais toujours un petit déjeuner de l'équipe technique pendant les vacances, pendant les permanences, et je passais quasi une demi-journée avec eux. Pour entendre leurs desiderata, pour entendre leurs difficultés, pour comprendre pourquoi il y a des trucs idiots qui peuvent vous pourrir la vie. C'est que quand vous êtes dans un lycée professionnel et que vous avez des poubelles qui sont remplies et qui sont lourdes de déchets et que la poubelle elle doit faire 500 mètres, je peux vous dire que l'agent qui s'en occupe,
Quand il peut ne pas le faire, il va ne pas le faire. Et le professeur, en revanche, il va retrouver sa poubelle pleine et dire à ses élèves comment on range l'atelier alors que la poubelle est pleine. Donc vous vous retrouvez avec un professeur mis en difficulté, un agent qui est en conflit avec le professeur, etc., etc. Alors que le problème technique, c'est qu'il y a un vrai problème technique. Donc, et ça, vous ne le voyez que si un jour vous vous êtes amusé vous-même à essayer de faire le chemin de la poubelle où vous avez beaucoup d'imagination. Donc le vie ma vie, ça c'est un conseil. Je pique l'idée de Françoise, mais c'est quelque chose. N'hésitez pas. Et les personnes y sont sensibles. De la même façon, vous ne pourrez peut-être pas rencontrer les 100, 150 professeurs, donc il y a un effet d'échelle. Mais en revanche, rencontrer les coordonnateurs est quelque chose, moi, qui me semble important. Et là, je dirais presque dans le premier mois. Et c'est une question que vous pouvez poser aux coordonnateurs, revendiquer que vous êtes stagiaire. Et de leur dire, mais vous, dans votre discipline, quelles sont les étapes, à quel moment vous allez revenir me voir, et pourquoi ça c'est important? Pourquoi vous avez des commandes là? Pourquoi il y a des épreuves de physique-chimie ou de SVT pratiques à préparer? Ça nécessite des choses. Pourquoi à un moment donné vous pensez que, et même chose avec un ou deux professeurs principaux par niveau? À quel moment? Et vous en profitez pour leur dire, vous, là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut garder? Toujours ces 4 questions qui sont importantes, qui sont qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'on oublie souvent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut jeter? Ça peut vous revenir assez naturellement et des personnes vous le diront. Qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'il faut créer? Et sans s'engager en disant mais moi je vous l'entends et mon rôle est de faire la synthèse de tout ce que chacun va dire pour voir des directions, vous mettez chaque coordonnateur dans une décision, comme on le disait, de co-construction ou de co-élaboration, et vous, de votre côté, vous arrivez à vous faire comme ça votre calendrier et à vous mettre, attention, les garde-fous qui font que ça vous évitera de passer 3 nuits à faire un planning de surveillance, alors que vous l'auriez pu le faire tranquillement dans une période un peu plus creuse, par exemple. Voilà aussi une façon de poser les choses. Je regardais un peu sur les éléments et donc je regardais aussi sur une remarque aussi peut-être. On a parlé d'écoute, on a parlé d'empathie. Françoise, il y a parfois, moi j'ai accompagné un certain nombre de stagiaires en formation, et il y a ce rapport à la légalité et au droit qui parfois ressort dans les questions. Est-ce que tu avais des éclairages à nous dire sur cette question-là qu'est-ce que je fais si j'ai le sentiment voilà, j'ai un texte à appliquer et il y a 6 mois, j'étais représentant syndical au conseil d'administration et j'avais fait voter plutôt contre ou fait présenter une motion plutôt contre, et puis là, d'un seul coup, je change de posture et je vais essayer de l'appliquer. Alors, à ce niveau-là, moi j'ai une expérience d'ailleurs qui date de la première année où j'ai été principale. On reçoit la circulaire concernant le brevet des collèges et on nous demande de maintenir les cours et d'organiser l'examen. Donc, avec mon adjoint, on refait la totalité des emplois du temps pour pouvoir assurer les épreuves et puis que les enseignants puissent aussi continuer à travailler. Ça a été un ramdam dans l'établissement infernal. On m'a dit, mais normalement, vous fermez l'établissement, il n'y a que les élèves qui vont venir. Or, ce n'était pas marqué dans la circulaire. C'était marqué dans la circulaire, vous n'avez pas le droit de supprimer les cours. Et donc, comme moi, j'ai argumenté sur le droit marqué dans la circulaire, et là, les professeurs sont allés voir le rectorat et le rectorat m'a appelé en disant, vous fermez l'établissement. Donc, à un moment donné, il faut savoir lire les circulaires. Les circulaires ne doivent pas être attaquables par les parents, mais par téléphone, on peut vous donner éventuellement des autorisations. Donc, il y a quelque chose au niveau du droit il faut absolument l'appliquer et ne jamais être en défaut de la loi, mais parfois, quand même, on est en train de transiger d'une certaine façon avec la règle ou avec la loi, mais il faut être bien au clair là-dessus, parce que, de toute façon, si on applique la loi, on bloque le système. Et d'ailleurs, vous avez un psychiatre du travail qui travaille beaucoup là-dessus, qui dit qu'aujourd'hui, dans les personnes qui consultent, il y a énormément de gens qui sont mal parce qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils n'appliquent pas les règlements. Et en réalité, s'ils appliquaient les règlements, ils bloquent le système. Donc, ils débordent. Donc, ils se sentent coupables parce qu'ils débordent des règles. Et donc, ça, il y a ce côté, je dirais, plastique qu'il faut parfois avoir, tout en ayant une grande lucidité sur les enjeux de la décision qu'on va prendre.
Tout à fait. Et alors, je ne sais pas si ça fait référence exactement à ce concept, moi, qui me semble toujours intéressant, qui est celui de l'injonction contradictoire. Voilà. Et ce sentiment parfois qu'on peut avoir, hein, il y en a aujourd'hui, il y a même des choses qui sont interrogées, hein, en termes de jurisprudence sur des textes qui vont être contradictoires. Là, dans l'actualité récente, il y a eu des choses sur le changement de genre et sur la façon dont est-ce qu'on doit informer ou pas une Oui, famille d'un lycéen. Et là, les textes sont instables. Donc, ça veut dire qu'en plus, on est sur quelque chose de nouveau et d'instable. Moi, là-dessus, il y a peut-être plusieurs éléments, là encore, qui n'engagent que notre expérience, qui serait de dire, moi j'ai beaucoup aimé une formule d'un de nos recteurs qui disait: tant que c'est intelligent, faites-le, ou au contraire, votre rôle est de rendre intelligent des textes, sans obligatoirement se poser la question de quelle est leur intelligence. Et je pense que l'intelligence dans nos métiers, elle est dans l'application. Et que, en fait, le même texte, suivant la façon dont on va l'appliquer, ça peut être une aberration et vous allez bloquer le système, comme vous l'avez dit, ou vous allez l'appliquer en nuance et vous allez en chercher les éléments. Sur les textes aussi, il me semble qu'il y a quelque chose de très riche chez nous que vous connaissez déjà en partie, c'est que ce qui n'est pas écrit par hasard. C'est que ce qui n'est pas écrit est notre marge de liberté. Et je crois qu'il faut presque lire les textes en creux par moment et se dire, tiens, ils n'ont pas parlé de ça, ça veut dire que la liberté, elle est là et que c'est là que j'ai mes leviers d'action. Je rappelle aussi que vous avez du temps, quoi qu'en disent les textes, et parfois, on sait très bien que c'est pas le bon moment et que si on veut le lancer, on le lancera. Alors, il y a des choses, si c'est par rapport à des examens, c'est un peu difficile de dire aujourd'hui, j'ouvrirai pas l'option maths l'année prochaine, par exemple, en première, si je prends un exemple récent. Voilà. Mais dans le même temps, sur un certain nombre de choses, l'important c'est que ça se fasse, mais aussi on peut poser les choses dans le temps. Et ce qui me permet de dire aussi, n'hésitez pas à essayer de mesurer vos combats et à faire attention. Il y a toujours des choses sur lesquelles on se fait piéger ou ça freine plus que ce qu'on pensait. Mais il y a aussi, je parle sous le contrôle peut-être de physiciens, mais il y a des forces de freinage quand on avance vite. Hein, donc, c'est pas obligatoirement mauvais signe. Le freinage, il faut entendre quel est le niveau de freinage. Est-ce que c'est pour passer le virage ou est-ce que c'est parce qu'on va vraiment trop vite et qu'il faut s'arrêter? Ça fait partie des choses qu'on apprend et pour ça, il y a une équipe de direction. Je rappelle aussi que vous pouvez constituer-vous des groupes. Manageduc en est un, mais il y en a bien sûr d'autres. N'hésitez pas non plus. Et dans vos académies, vous avez par exemple quelqu'un qu'on appelait le proviseur vie scolaire. On utilise encore beaucoup son nom, qui est le conseiller technique établissement et vie scolaire, qui est quelqu'un que vous pouvez joindre à l'échelle de votre établissement, qui est un père, hein, qui est une personne comme vous. Et vous n'hésitez pas à l'appeler pour faire de l'échange de pratiques. Et je crois que sur l'échange de pratiques, il y a des choses, Françoise, qui t'ont été très riches et que tu voulais conseiller. Oui, alors je reprends justement sur ce terme parce qu'il y a 2 nuances. Il y a échange de pratiques, c'est-à-dire quelqu'un va dire: «Moi, je fais comme ci, je fais comme ça», en ayant choisi un thème qui va être la base de la réunion. Analyse de pratique, pour moi, c'est complètement différent dans la mesure où c'est une personne qui va exprimer une situation qui lui paraît incompréhensible, où elle se sent éventuellement piégée, où elle se sent enlisée et qui va être écoutée par un groupe. Et donc, ça apprend déjà l'écoute, ça met en valeur la parole de celui qui parle. Et à un moment donné, on va essayer de poser des hypothèses en éclairant autrement la situation, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut y remédier. Et c'est là que quelqu'un, éventuellement, c'est là qu'on va prendre conscience de ses habitudes de fonctionnement. Dans le groupe, quelqu'un peut dire, mais je vois pas où est le problème. Donc, ça veut dire que lui, avec son histoire personnelle, son cheminement et sa formation, son éducation, ses repères, c'est la situation qui vient d'être exposée ne lui posait pas de problème. Et donc, c'est là qu'on va commencer à élargir l'horizon de nos pensées et à avoir un panorama beaucoup plus important. Et ça va interroger notre représentation à nous, personnelle, du métier de chef d'établissement. Qu'est-ce que c'est qu'être chef d'établissement pour moi? Est-ce que je veux reproduire ce qu'a fait celui que j'aimais bien ou est-ce que je veux faire le contraire de celui que je détestais? Et quel est mon rapport à l'autorité? Et voilà, et tous ces moments-là vont être interrogés parce que ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que va arriver dans votre bureau tout ce qui, les psychanalystes appellent ça la poubelle, tout ce que les autres n'ont pas réglé. Donc, pourquoi est-ce que vous auriez les moyens de régler? Donc, c'est pour ça que je vous parle de la co-réflexion. C'est-à-dire, il faut accueillir
la valise ou le paquet que l'autre va déposer dans votre bureau. Mais vous, pour pouvoir résister, il va falloir que vous ayez un lieu où vous pouvez aussi, à votre tour, poser votre paquet et poser votre valise, dans la mesure où il y a des moments, vous pouvez vous dire, 1, je suis incompétent, 2, je suis impuissant, 3, je vais peut-être démissionner parce que, et puis je me retire dans ma solitude ou je retourne dans mon métier antérieur parce que là, je n'ai pas les réponses. Alors, c'est la première chose à dire, c'est que vous n'aurez jamais les réponses. C'est parce que vous êtes dans l'humain, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans le doute. Et je vous rappelle quand même que pour Freud, il y avait 3 métiers impossibles: gouverner, soigner et éduquer. Donc ces 3 métiers ne sont pas impossibles au sens précis du terme, ils sont impossibles parce que le résultat n'est jamais à la hauteur de ce que vous attendez. Et il faut faire avec, il faut s'habituer à avoir cette marge de plasticité et d'accueil, mais à condition que vous-même, vous soyez soutenu dans un autre espace où vous pouvez être en confiance et parler de vos difficultés. Parce qu'il y a quand même quelque chose dans le milieu chef d'établissement un peu je dirais, d'héroïsme. D'ailleurs, Anne Barrère, qui est une sociologue, elle dit que quand elle interviewe des chefs d'établissement, ils parlent d'une épopée difficile, mais avec une forme d'héroïsme. Quand elle voit des professeurs, c'est tragique. Donc, c'est 2 conceptions complètement différentes de son métier. Voilà. Il faut, je rejoins et ça évoque, ça m'évoque plusieurs choses, Françoise, mais je suis bien sûr tout à fait d'accord. Je reprends et n'hésitez pas à aller voir dans vos académies ce qui existe en termes de formation, ce qui existe dans les bassins, c'est-à-dire localement, sur des groupes d'analyse de pratique. Ça a été l'un pour l'autre et on ne se connaissait pas il y a un mois, mais on est et la plupart des collègues, on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment des espaces tout à fait rassurant, avec des règles très précises de confidentialité, animés par des professionnels qui ont été formés. Et c'est des espaces qui sont tout à fait intéressants. Ce qui est assez étonnant, et tu parlais du secteur de la santé, c'est que c'est des groupes qui sont souvent, qui ont des formats assez définis et quasi obligatoires dans certains domaines de la santé. Et que nous, en revanche, ça n'existe peu. Et moi, je rêve même, j'ai essayé d'en mettre en place. Ça a pu fonctionner dans certains établissements. Mais je dirais le fait que vous y participiez, c'est aussi peut-être le meilleur moyen qu'à un moment donné, dans vos équipes pédagogiques, vous soyez capable de dire on va mettre en place des groupes d'analyse de pratique qui fait que en tant qu'enseignant, métier qui est difficile, métier où la solitude peut être très fortement ressentie avec un sentiment de dévalorisation, etc., très clairement, vous serez là aussi exemplaire et que si vous, on sent, même si vous n'en parlez pas, que vous avez ce type d'appétence, ça peut traduire une position tout à fait différente de la salle des professeurs. Deuxième point, j'entends, je rappelle que c'est un peu une lapalissade et bien sûr la controverse est toujours intéressante, mais que un échec, ce n'est que nous qui le déterminons. Et moi, j'ai connu et j'ai travaillé, alors avec un grand plaisir, avec des adjoints qui sont devenus ou redevenus professeurs, mais ils me disent on est devenus professeurs. On le fait pas de la même façon, et ce sont des professeurs qui sont encore plus excellents que ce qu'ils étaient avant, et d'avoir vécu cette expérience d'1, 2, 3 ans de personnel de direction, c'est-à-dire que certains ont même arrêté pas tout de suite, très clairement. Ça renvoie à une richesse, et je pense qu'ils sont, j'en suis intimement persuadé, dans le système certainement aussi efficace pour les élèves que la part qu'ils auraient pu apporter en étant personnel de direction. Donc je crois qu'il n'y a pas de jugement de valeur à se poser, et je dirais aujourd'hui, et ceux qui démarrent aujourd'hui, vous êtes dans des générations, la preuve c'est qu'il y en a qui arrêtent pour d'être personnel de direction, pour aller vers l'inspection, pour aller vers d'autres ministères, dans d'autres mêmes professions, et tout ça fait partie, je pense, d'un mouvement de fond assez important. Dans ce que tu disais aussi sur la solitude, il est clair, et c'est peut-être un peu plus vrai pour le chef d'établissement, mais parfois pour l'adjoint, on a un sentiment de solitude parce qu'il faut prendre une décision, parce qu'on la porte seul, même si on a été nourri par une réflexion, parce qu'il y a un aspect d'incertitude et que même si on a une agilité, qu'on se dit on va évaluer ça au bout de 6 mois, on emmène des équipes derrière, il y a un effort qui est fait et qu'il y a ce sentiment-là de ce choix, et choisir, c'est toujours renoncer. Il faut faire attention à 2 choses. Le premier, c'est que si on a un grand sentiment de solitude, c'est peut-être pas obligatoirement les autres qui dysfonctionnent, mais c'est peut-être nous qui générons
cette dynamique-là. Et donc, je pense que par moment, il faut avoir un peu ce courage d'aller partager ses doutes. Et c'est un peu paradoxal, mais c'est souvent entre collègues qui ont plusieurs années de carrière qu'on va se retrouver autour d'un repas ou autre en se disant là, venez m'aider parce que je suis bloqué, j'essaye d'avancer sur ce truc-là, mais j'y arrive pas alors que ça me paraît super important. Et donc, discutons-en. Ou même, je fais partie d'un groupe d'analyse de pratique, c'est encore mieux. Mais là, on ose parce qu'on a déjà fait suffisamment de choses pour être rassuré par rapport à soi, alors qu'en début de carrière, peut-être qu'on le fait moins. Et donc, ManageEduc est là pour ça, hein, créer un peu ces groupes de développement professionnel aussi. Mais je veux dire, n'hésitez pas. Et c'était pour vous dire que ne soyez pas très pressés. Il y a un certain nombre d'études de sociologie qui démontrent que les métiers complexes, comme professeur, médecin, juriste, magistrat, etc., la durée d'apprentissage pour bien maîtriser ses compétences et faire de la métacognition, c'est-à-dire en avoir la visibilité, c'est 7 ans. Alors, je voudrais pas vous faire tous partir, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que vous rentrez dans une période passionnante et vous verrez que si vous vous arrêtez pour regarder le chemin que vous avez fait, vous verrez que dans un an, vous vous direz, bah tiens, dis donc, j'ai progressé, j'ai acquis ça, j'ai avancé là-dessus, j'ai découvert ces parties-là qui sont passionnantes, et que peu à peu, et au bout de 7 ans, peut-être que là, vous allez vous rendre compte que les choses se stabilisent un peu plus. Mais il faut accepter ce rapport au temps. C'est toute la richesse de ce métier-là qui fait que, et même au bout de 7 ans, chaque journée va être encore différente et il y a un renouvellement permanent que vous viviez aussi dans votre précédente mission. Mais ça, c'est une partie, à mon avis, importante. Il nous reste 6 minutes. N'hésitez pas à nous poser une ou deux dernières questions. Ça, c'est clair. Peut-être aussi de revenir sur la question du sentiment de devoir reculer. Est-ce que c'est grave quand on est dans sa première année et qu'on a essayé de lancer quelque chose? Moi, je me souviens d'une semaine, alors ça devait être, je ne sais plus quel thème, je ne sais plus si c'était examen ou si c'était une semaine de sortie, enfin un truc un peu, voilà. Et on avait dû annuler la semaine parce que personne répondait vraiment présent, parce que les choses s'enquistaient mal. Et je m'étais dit, oulala, tu as peut-être perdu ta crédibilité sur ce coup-là. Pas obligatoirement ta titularisation, mais au moins ta crédibilité. Savoir reculer, est-ce que ça fait partie des questions des compétences qu'on doit avoir, Françoise? Alors, bah, déjà, le verbe reculer est un peu violent. Annuler, c'est déjà un peu plus modéré. Et moi, je pense qu'il faut, de toute façon, c'est à partir des erreurs que on progresse. C'est essai-erreur, essai-erreur. Alors évidemment, il ne faut pas en faire de trop, mais c'est les erreurs qui nous apprennent le plus de choses. Donc, moi, ça me pose pas de problème de dire ça, on va pas pouvoir le faire. Par contre, je m'interroge sur la préparation. C'est justement la source, parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'analyse de pratique, à partir du moment où on va régulièrement aux séances d'analyse de pratique, on acquiert aussi une méthodologie du travail de groupe, c'est-à-dire comment on prend en considération la parole de chacun et comment on va pouvoir construire une négociation, disons, acceptable par tous, enfin un projet acceptable par tous. Et je voudrais revenir là-dessus parce que quand on arrive dans un établissement, on a une conviction, on va changer le monde, et je voudrais quand même, c'est là qu'on va pouvoir travailler aussi sa conception du métier de chef d'établissement. Il ne suffit pas de faire ça parce qu'il y a la problématique du changement. Qu'est-ce que le changement? On le veut parce que si c'est la routine, on s'ennuie, mais en même temps, l'être humain redoute le changement parce que ça va perturber ses repères, ça va perturber sa sécurité. Et donc, si on considère que les chefs d'établissement, ceux qui ont postulé, c'est ce que disent les sociologues dans les portraits qu'ils font, ils sont moins attachés à leur discipline que les profs. Enfin, ils peuvent s'en détacher plus facilement. Ils sont plus attachés au changement et donc ils ont une perception des choses qui est différente de ceux qui sont restés profs. Et donc il faut en tenir compte. Chacun a sa temporalité par rapport au changement. Et moi, j'invite, ce qui marche très très bien, c'est si vous voulez instaurer une innovation, c'est le stage sur site. Vous savez que quand on va en stage, si vous êtes tout seul dans votre stage, de votre établissement, vous revenez, vous dites c'est super, vous revenez, il se passe rien parce que vous êtes tout seul. Si on est 4 ou 5 du même établissement à faire un travail de réflexion avec un formateur sur une innovation,
eh bien, elle se mettra en place parce que on est soutenu par le voisin, même si c'est pas notre copain le plus cher, mais on n'est pas tout seul. Et tout seul, c'est très difficile. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des stages sur site. Si vous avez un souci, par exemple, pour reprendre ta question sur reculer, je ne sais pas si ça peut rentrer là-dedans. Moi, à une rentrée, j'ai eu 3 enfants, et à l'époque, il n'y avait pas encore la loi sur l'inclusion, 3 enfants très handicapés qui sont arrivés en même temps et avec des perspectives létales. Et donc, il y a un prof, elle vient me voir et elle me dit, mais comment je fais? Moi, j'ai une vidéo sur laquelle on voit un enfant qui se blesse et qui va mourir. Moi, je peux pas la faire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je lui dis, mais moi, je ne sais pas. On va faire venir des personnes plus expertes dans ce domaine. Et on a fait un stage sur site sur comment accueillir ces enfants-là, parce qu'il y en a un, c'était des problèmes physiques, l'autre, c'était un problème létal, l'autre, c'était une fracture du cerveau. Et eh bien, ça a été formidable parce qu'on avait le droit, que dit le droit, que dit la médecine et que dit l'assistante sociale et que dit l'inspecteur. Et ça a été formidable. Enfin, je veux dire, il y a eu un résultat et après, tout le monde en parle dans la salle des profs, mais de façon positive, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est la communication. C'est l'exemple type de là où à la fois il faut tenir le cap, entendre les vrais questionnements et ceux qui sont du questionnement de l'ordre du symbolique, simplement d'un jeu de rôle, je dirais parfois sur un certain nombre de questions, même s'il faut les entendre, parce que derrière en creux il y a souvent des choses qui sont dites. Et je retiens et ces formations d'initiative locale, hein, ce qu'on appelle maintenant les fils qui sont vraiment développés, c'est des choses que vous pouvez quand même monter, quitte à le monter avec un autre établissement, etc. Et là aussi encore, si vous pouvez y participer par moment, peut-être pas à tout, parce que parfois il faut laisser aussi les équipes échanger entre elles échangeront pas obligatoirement de la même façon, suivant que vous êtes là ou pas, suivant la culture de l'établissement, la taille de l'établissement, etc. Mais vous pouvez y aller au début, vous pouvez y aller à la fin, vous pouvez avoir la conclusion en disant je viendrai simplement sur la conclusion. Enfin, il y a des choses comme ça. Mais là encore, vous êtes et vous partagez la démarche avec les concepteurs. Et je reviens sur ces questions-là qui sont des domaines de la pédagogie, de la didactique aussi très clairement, mais pas seulement, sur des questions qui sont même de votre domaine directement. Il y a des adaptations, par exemple, d'emploi du temps, le choix de la salle, etc., etc. Cette co-construction collective, elle est absolument nécessaire et souvent on ressort grandi. Et ne pas oublier non plus de partager un peu ce qu'on garde et les réussites avec les professeurs. N'hésitez pas à réfléchir sur la façon dont vous vous accueillez. Prendre le temps d'un petit café. Prendre le temps de continuer ou pas à aller chercher votre café en salle des professeurs, prendre le temps d'offrir du chocolat ou pas. Là, on me parlait encore aujourd'hui, on me disait bah, c'était super, chez cet adjoint, il y avait toujours des super chocolats parce que son frère était pâtissier et donc c'était génial. Voilà. Mais quand je dis ça, c'est qu'il me semble que derrière ce qu'on est en train de dire là, soyez vous-même, mais avec une certaine constance. Je pense que c'est toujours compliqué pour un enseignant. On l'a tous vécu aussi quand on l'était ou autre. À un moment donné, on va rentrer dans le bureau du chef, on a l'impression qu'il est super sympa, il nous offre le café, le carré de chocolat, et puis on y repasse une semaine après, et là, d'un seul coup, on a l'impression que c'est plus du tout le même lieu, qu'on a à peine le temps de s'asseoir, etc. Et que derrière ça, peut-être qu'il est très pressé et qu'il n'a pas le temps, mais s'il ne nous l'a pas dit, nous, on va vite imaginer que la relation est pas de la même nature. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas à être vous-même, votre bureau est votre lieu de travail, et c'est un lieu que vous investissez. N'hésitez pas à le personnaliser si vous le souhaitez, bien sûr. Mais dans le même temps, réfléchissez un peu à qui vous voulez être, et vous verrez que ça va se construire au fil du temps, mais que quand même, dans votre style de chef d'établissement, il y a des choses qui peuvent se jouer. Je vous remercie beaucoup. Il est 19h. On avait dit qu'on conclurait à 19h. C'est le principe de nos événements. Je suis désolé si on frustre. Je voulais remercier très très sincèrement, bien sûr, Françoise. Et je pense que Françoise, on te proposera de te retrouver à différents moments. Moi, vraiment, j'y tiendrai. Je vous rappelle qu'on a d'autres rendez-vous en juin, surtout qu'au mois d'août, on a ce qu'on appelle le campus d'été de Manageduc. Alors, on ne vous emmènera pas au bord de la mer ou dans une île paradisiaque, quelle qu'elle soit, mais en revanche, on vous proposera des temps d'échange le matin, l'après-midi, là encore un peu sous ces formats, peut-être avec des rencontres un peu particulières, un sportif de haut niveau, enfin voilà, des choses un peu sympathiques. Et c'est le principe de Manageduc. N'hésitez pas non plus à venir nous voir, à nous faire vos retours, hein, voire à vous abonner à Manageduc
Duc, bien sûr, hein, c'est une association qui a besoin d'un minimum de fonds, donc l'abonnement est un peu payant, mais nous sommes, ne serait-ce que Françoise et moi, tout à fait bénévoles, et que voilà, c'est une association qui n'est pas là pour faire des profits, mais bien pour proposer un maximum de choses. Et puis n'hésitez pas à prendre le temps de nous écrire, même si vous pensez qu'il y a des choses tout à fait discutables dans ce qu'on a dit. François, peut-être je te laisse le dernier mot. Il y a un mot que nous n'avons pas prononcé. Et à un moment donné, quand j'ai dit, quand on va pas voir le jeune de 30 ans, on va voir l'adjoint, c'est la notion de reconnaissance. On n'a pas parlé de reconnaissance, c'est-à-dire que quand vous croisez un professeur, quand vous croisez un personnel dans un couloir, si vous ne lui dites pas bonjour, il est perturbé, il se dit qu'est-ce qui se passe? Et c'est la notion de reconnaissance, c'est-à-dire vous dites à l'autre tu existes à mes yeux, et c'est très important parce que vous le valorisez et vous lui donnez un sentiment d'existence, même si c'est uniquement bonjour madame ou bonjour monsieur. Et on n'a pas parlé de reconnaissance. Et juste pour vous dire, moi, quand j'ai fait mon stage en lycée, par exemple, la documentaliste, il n'y avait aucun problème avec le centre de documentation. Elle, comme je voulais être chef d'établissement, je lui demande ce qu'elle pense du chef d'établissement. Et elle me dit, elle ne vient jamais me voir. Et vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est la position symbolique du chef d'établissement. C'est là qu'il faut faire, les choses. Alors Françoise, on demandait la référence de ton livre. Alors le voilà. Devenir chef d'établissement, continuité ou rupture. Chez l'Harmattan, et mon nom c'est Beauté Alain Françoise. Voilà. Donc dans toutes les bonnes librairies et vendeurs à distance, voilà, très clairement. Et pour conclure aussi sur ce que tu disais, moi je ne vous conseille que de merci beaucoup à Gabriel. Alors Gabriel, c'est génial parce que c'est la première fois qu'il fait ça et Gabriel est très bon. Merci beaucoup Gabriel. Et vous dire que moi j'avais l'habitude de faire un tour d'établissement. Alors quand j'étais dans un établissement qui était très grand à la fin, je le faisais en plusieurs jours, mais d'essayer de se dire que je suis passé au moins au CDI une fois par semaine et se faire son petit tour le matin, enfin trouvez votre rythme, mais n'hésitez pas à aller dire bonjour, à aller passer à la cantine, enfin voilà, dire bonjour à tous, à l'infirmière, enfin bon, je te rejoins et c'est toujours très enrichissant. Et à la grille aussi, par exemple, si vous êtes à la grille, vous pouvez repérer des signaux faibles. Vous pouvez voir en fonction du sourire ou du non-sourire de telle ou telle personne que ça pourrait bien être problématique dans la journée. Et si vous êtes là, quelque part, vous rassurez, vous sécurisez la personne et peut-être qu'elle va pouvoir tenir la journée, alors que si vous n'êtes pas là, on ne sait pas où vous êtes, et donc on ne sait pas si on va être protégé ou pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça aussi là. Soyez vigilants sur les signaux, ce qu'on appelle les signaux faibles, hein. Les petits dérapages, vous dites oh c'est pas grave, et en fait derrière il peut se passer des choses beaucoup plus importantes. Alors, vraiment, on va essayer de conclure. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue dans ce très très beau métier, ou bon courage dans vos changements d'établissement, etc. Et peut-être, n'hésitez pas à rebondir à un moment donné, mais j'étais en train de me dire, et je le proposerai aux copiles de Manageduc, on pourrait se faire un fil comme ça dans l'année, parce que vous sentez qu'on serait prêt à partager notre passion de ce métier encore bien longtemps avec vous, et c'est une vraie joie. Merci beaucoup à tous. Très bonne suite, préservez-vous, et ensuite très bonnes vacances, parce que quand on commence à être au 8 juin, l'air de rien, on peut se dire qu'au 8 juillet quand même, l'essentiel des choses seront jouées, même s'il restera un certain nombre de petites choses non négligeables, et qu'ensuite vous démarrez ce très très beau métier. Enfin voilà, moi qu'on a l'un et l'autre, je pense, adoré faire et qu'on parle avec passion. Il y a quelqu'un qui écrit à quand la seconde édition? Ben, peut-être en septembre-octobre, mais on a déjà préparé le planning, mais on va essayer de voir si on peut vous poser quelque chose comme ça en septembre-octobre, ou peut-être pendant les vacances d'été. On y réfléchit, promis. Promis, à bientôt, et spécial dédicace à Claire. Voilà, n'hésitez pas Claire et ceux qui sont à proximité à reprendre contact avec nous si besoin. Mais j'ai pas de doute, vous serez aussi très bien encadrés par vos équipes de formation dans chacune des académies. Voilà, à bientôt, au revoir à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Françoise, merci. Bonne soirée. Merci. Je vais chercher comment déconnecter.